Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur le grand rendez-vous. Vous le savez, vous êtes bien sûr BB24. C'est un plaisir de vous savoir fidèle à nos programmes. Quel sera le temps qu'il fera demain? Découvrons-le ensemble à travers la météo. Alors, la carte postale ce soir nous emmène à Avrancourt, dans le département de l'Ouémé. Nous saluons toutes les populations de ce département. Le grand rendez-vous se poursuit. Le menu à présent, la lutte contre le cancer se poursuit avec le grand rendez-vous. C'est Nature et Bien-être qui nous en parle. Nature et Bien-être qui reçoit le président de l'association franco-béninoise contre le cancer. L'expert du jour, quant à lui, s'intéresse à l'épanouissement de la femme. Une femme épanouie, c'est d'abord une femme formée, nous dira l'experte tout à l'heure. Les liens culturels se renforcent entre le Bénin et le Burkina Faso. On en parle dans Horizon Culture qui nous emmène à la découverte d'un brassage entre ces deux peuples. Et le rendez-vous du journal ne sera certainement pas manqué avec Uvaïs Balogou. Uvaïs Balogou, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Ce soir, allez-y, je vous écoute. Vous pouvez y aller, Uvaïs Balogou. Je vois que vous êtes pressé, je vous laisse le faire. Merci à vous. Eh bien, ce soir, nous ferons un tour sur les artères de la ville de Cotonou pour constater la violation par certains conducteurs de la mesure d'interdiction de surcharge et de chargement hors gabarit sur les axes routiers. Dis-moi Doc, vous ne le connaissez certainement pas. Eh bien, c'est une application qui permet de rester constamment et gratuitement en contact avec un professionnel de santé. Elle vous accompagne en vous proposant des solutions innovantes. Et enfin, on la trouve presque partout dans les pays tropicaux. La papaye est l'un des fruits les plus savoureux et les plus sains qui existent au monde. Eh bien, aujourd'hui, c'est la papaye bio qui est de plus en plus cultivée et très prisée des consommateurs. Voilà, Agnat Bello, l'essentiel de l'actualité de ce soir. Uvaïs Balogou, vous me direz après, à 19h45, si vous aimez la papaye ou pas. On aura peut-être le temps d'en parler. En attendant, le grand rendez-vous se poursuit avec le premier plateau à présent, Nature et Bien-être. Lutte contre le cancer au Bénin, malgré les actions, le mal perdure. On en parle sur ce plateau avec Martial Zanou. Il est président de l'association franco-béninoise contre le cancer. Bonsoir, monsieur Zanou. Bonsoir, madame la journaliste, et merci de m'inviter sur votre plateau de télé. D'accord, vous le savez, hein, le mois d'octobre est le mois consacré à la lutte contre le cancer, donc c'est normal qu'on en parle. De plus en plus d'actions sont menées sur le terrain ici au Bénin et pourtant le mal perdure. Avant qu'on en vienne à ces causes, parlez-nous déjà un peu des actions qui sont menées pour pouvoir véritablement réprimer ce mal. Alors, comme vous l'avez si bien dit, le mois d'octobre rose au plan international
permet de communiquer notamment sur les cancers féminins, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et au plan national, depuis le mois d'octobre, depuis le 1er octobre, l'association franco-béninoise de lutte contre le cancer que je préside mène une action de prévention et de sensibilisation sur le terrain destinée aux femmes, surtout par rapport au cancer du sein. D'accord. Il faut dire que le mois d'Octobre Rose n'a pas été décrété cette année. Ça fait déjà un certain nombre d'éditions qu'on a connues, donc de plus en plus de sensibilisation. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose sur le terrain? Ça apporte quelque chose? Est-ce que ça a un impact? Oui, je vais dire que ça a un impact parce que nous avons initié quelques actions, surtout dans le domaine de la prévention. Et je dois vous dire que le samedi 20 octobre, le samedi dernier, à la faculté des sciences de la santé, à l'amphimédecine, en appui avec l'association des sages-femmes du Bénin, elles étaient au moins 45 sages-femmes, nous avons procédé ou fait faire examiner 241 femmes, de 8h à 17h. Et on continue de recevoir les appels. Donc, c'est dire que les femmes... Alors, le constat? Oui, le constat. Du point de vue des statistiques, il y a 60 femmes qui ont des nodules dans leur sein. Il y en a 2 qui ont plusieurs nodules dans les 2 seins. Et nous avons détecté 2 cas avérés de cancer du sein. Comme vous le voyez, en dépit de tout, le mal persiste et ronge davantage nos populations. Et tue On oublie nos populations. Ça. Beaucoup en meurent du cancer. Voilà, c'est exact. Et ça, c'est dans Cotonou. Donc vous imaginez, lorsque nous allons nous épandre sur toute l'étendue du territoire national, le nombre de cas que nous allons recenser. Le cancer, quand il est pris en charge tôt, peut être traité. Mais quand les malades atteints du cancer arrivent à une phase tardive, lorsque la maladie a déjà complètement rongé la personne atteinte, malheureusement, l'espoir de sauver cette personne est quasi nul. Mais pourquoi est-ce que beaucoup ne font pas vite aux soins? Pourquoi est-ce qu'on ne détecte pas tôt cette maladie? Alors, vous savez, il y a 2 problématiques essentielles. La première chose, nos concitoyens et nos concitoyennes doivent se mettre dans la tête que tout bien portant est un malade qui s'ignore. D'où la nécessité. Bien que vous répétez cette phrase-là. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Oui. D'où la nécessité de faire chaque année un bilan annuel de santé qu'on appelle un check-up. Les médecins, dès que vous allez voir un médecin et vous lui dites « je veux un check-up », le médecin sait ce qu'il doit vous prescrire. Cela lui donne une visibilité du bon fonctionnement et du dysfonctionnement des organes que nous ne voyons pas à l'œil nu. Ça, c'est la première problématique. J'en avais annoncé 2. Oui. La deuxième, surtout à l'endroit des femmes qui sont dans les villages et qui sont dans les contrées lointaines, lorsqu'elles suspectent ou lorsqu'elles voient qu'elles ont des boules ou des nodules dans le sein, elles vont recourir aux guérisseurs traditionnels qui vont les entretenir sur la possibilité de les guérir. Elles utilisent des plantes, elles n'ont pas satisfaction. Et quand elles viennent à la médecine conventionnelle, c'est un peu tard. Le sein est déjà dans un état de pourrissement, le cancer l'a déjà complètement dévasté et malheureusement, c'est une mort programmée. Alors, on en revient à ce mal qui perdure en dépit des actions. Vous avez parlé de 2 points. Moi, je commence déjà par le premier point, un check-up. Ici au Bénin, on sait très bien que ça a un coût. Si on a vraiment fait un check-up général, on va peut-être aux alentours de 100 000 francs. Combien de Béninois ont les moyens de pouvoir faire un check-up, même si c'est tous les 6 mois, même une fois par an? Vous mettez le curseur sur une préoccupation majeure qui nous a taraudé l'esprit et qui nous a complètement bouleversés lors de cette campagne. Vous savez, des femmes à qui on a extrait des nodules du sein, il y en a une qu'on a reçue, elle a subi une intervention chirurgicale depuis 2017,
Elle est venue avec le corps, l'organe qui a été extrait de ton sein dans du formol, et parce qu'elle n'a pas eu les moyens, elle n'a pas pu envoyer ou faire envoyer le tissu chez un anapathe pour analyser s'il y avait des cellules cancéreuses. Et malheureusement pour elle, le deuxième sein qui était en bon état présente encore des nodules. Et des cas comme ça, nous en avons reçu énormément. Et dans toutes les tranches d'âge, des jeunes filles de 17 ans, il y a un père de famille qui est venu avec sa fille depuis Avrancourt, avec sa fille jeune de 17 ans qui a une tumeur dans le sein. Et faute de moyens, eh bien, il n'a pas pu soigner son enfant. Donc le problème, la prise en charge du cancer est un problème récurrent. Le traitement du cancer est très onéreux. Et quand on le prévient plus tôt, la prise en charge peut être facile. Alors, Monsieur Zanou, vous touchez un point essentiel. On a beau sensibiliser, on a beau communiquer, tant qu'on n'a pas la politique de nos moyens, tant qu'on n'a pas les moyens de notre politique, c'est sûr que sur le terrain, le mal va perdurer. C'est peut-être la raison fondamentale pour laquelle, en dépit de tous vos efforts et des efforts de tous ceux qui œuvrent pour lutter contre le cancer, on a toujours des Béninois, des Béninoises surtout, qui souffrent du cancer. Alors, je pense que sur cette préoccupation que vous avancez et qui est légitime, nous allons solliciter l'appui de nos décideurs, de nos autorités, qui font déjà. Mais en dépit de ce qui est fait, on a comme impression que rien n'est encore fait. Sous quelle forme se présenterait un accompagnement de l'État? Un accompagnement de l'État, vous savez, la médecine conventionnelle seule ne peut pas prendre en charge la question du traitement du cancer. Il faut forcément l'appui de la société civile. Donc c'est à ce niveau que nos gouvernants vont nous épauler pour aider à soulager les peines des personnes qui souffrent. Les cas les plus urgents que nous avons détectés, dont je vous ai parlé, ont été tout de suite redirigés vers le CNHU pour une prise en charge, pour un traitement. Et malheureusement, ces personnes, lorsqu'on leur prescrit des analyses, lorsqu'on leur prescrit des radios, lorsqu'on leur prescrit une chimiothérapie, par manque de moyens, elles ne reviennent plus et on perd leur trace. Donc, d'où la nécessité d'une prise en charge des personnes indigentes qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont pas la possibilité de se soigner véritablement. Mais même pour des personnes qui ont beaucoup de moyens, à un moment donné, c'est un poids, c'est une épine. Il y a beaucoup de familles qui se disloquent ainsi parce qu'ils ont peut-être un membre de la famille qui en a souffert, même s'il s'en sort à la fin, c'est peut-être en mettant l'économie de la famille à terre. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on revoie aussi un peu les coûts pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir se soigner, se prendre en charge véritablement? Je vois, Madame la journaliste, que vous avez une très bonne connaissance du domaine qui fait l'objet de notre entretien. Le traitement du cancer est très lourd. Quand je prends le cancer de la prostate, à titre d'exemple, lorsqu'on découvre le cancer de la prostate chez un sujet qui en souffre, il y a une molécule, une injection qui coûte 150 000 francs CFA. Et celui-là, on doit lui prescrire cette injection sur une période de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois ou de 8 mois renouvelable. Donc vous voyez, c'est une question de coût. Docteur Zanou, j'imagine, je fais la table de multiplication comme on l'a appris au cours primaire, j'utilise ma calculatrice mentale et à un moment donné, ça bloque parce que c'est énorme, 150 000 francs sur 3 mois. Et la chimiothérapie a aussi un coût. Oui. Mais actuellement... Il faut peut-être travailler aussi à ça. Monsieur Zanou, vous parrainez, vous êtes président de l'association franco-béninoise contre le cancer, militez pour ça, peut-être un plaidoyer pour qu'on puisse atténuer, peut-être regarder, je ne sais pas comment ça va se faire, parce qu'il faut aussi des intrants pour toutes ces analyses, ça a un coût véritablement. Mais comment faire pour que les populations puissent y accéder? Parce que c'est d'abord ça, c'est comme ça d'abord qu'on lutte contre le cancer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, pour mener ce genre de négociations avec les laboratoires
qui produisent, puisque d'abord, ce sont des médicaments qui sont très rares, qui ne sont pas en vente libre. Et certains médicaments, lorsqu'on les prescrit, Ils n'existent pas en générique. ils n'existent pas en générique, c'est quasiment rare. Donc c'est avec les laboratoires que nous sommes en pourparlers pour voir. Et ça doit s'inscrire dans une action globale, à un niveau décisionnel très élevé, pour que ces laboratoires puissent, dans leur cahier de charges et dans leurs commandes, tenir compte de la paupérisation pour soigner les personnes qui en sont dans le besoin. Merci, Cela passera Monsieur aussi Zanon. par une prise en charge totale de la part du gouvernement du cancer lorsqu'il est découvert chez certaines personnes qui sont indigentes et qui n'ont pas les moyens. Alors, on retient donc sur ce plateau qu'aucune prise en charge pour le cancer ne peut se faire sans normalement l'appui du gouvernement parce que c'est tellement lourd financièrement pour ces populations-là. Ça fait que même quand on le détecte à temps et que ces personnes peuvent être guéries, elles ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas les moyens. On aura peut-être le temps de revenir sur le sujet avec Heureuse Dalandé ou avec vous-même sur ce plateau pour en parler. Le cancer, on ne finira jamais d'en parler. Les statistiques sont là, sont alarmantes. Vous recevez tout le temps des personnes qui en souffrent. On vous recevra encore, M. Zanon, ça je peux vous l'assurer. En attendant, mesdames et messieurs, vous savez dorénavant ce qu'il faut faire. On espère que vous n'allez pas en souffrir d'ici là, mais en attendant, il faut vous rapprocher des associations comme celle de M. Zanon pour vous faire accompagner. Nous passons à une autre rubrique à présent, l'expert. Alors, avec l'experte, nous avons une experte sur ce plateau. Nous allons parler épanouissement de la femme, son autonomie d'abord. Notre invitée ce soir est Prudencia Abodé. Bonsoir, Madame Abodé. Oui, bonsoir, Madame la journaliste. Alors, c'est une femme leader, et c'est avec elle que nous allons parler épanouissement de la femme. Déjà, dites-nous, pour vous, comment est-ce qu'on mesure une femme qui est épanouie? Une femme épanouie dans la société, c'est qui? Merci, Madame la journaliste. Bonsoir à mes téléspectateurs. Et je vais d'abord vous dire que je suis leader d'un groupe qui œuvre pour l'autonomisation de la femme, particulièrement l'autonomisation de la femme béninoise. Et donc, parlons tout de suite de l'autonomisation de la femme. Ça me renvoie à l'épanouissement de la femme, à la recherche de son développement personnel, c'est-à-dire à la recherche de développement personnel de la femme elle-même à travers l'entrepreneuriat, à travers l'éducation, à travers la formation. D'accord. Donc pour vous, une femme qui est épanouie doit d'abord rechercher une autonomisation. Et pour elle, l'autonomisation passe par quoi? L'autonomisation passe nécessairement par la formation. Et en un mot, l'autonomisation voudra dire la manière dont la femme elle-même dispose afin de pouvoir se rendre plus indépendante et afin de pouvoir subvenir à ses besoins et par ricochet et lutter contre la réduction de la pauvreté à son niveau d'abord. D'accord. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion que pour qu'une femme soit épanouie, il faut qu'elle soit d'abord autonome? Oui, merci Madame la journaliste. Avant qu'elle ne soit autonome, il faut d'abord, l'autonomisation, la toute première des choses, c'est la formation de la femme. Il faut que cette femme, une femme qui se veut être autonome et donc qui ignore le fait de passer par l'apprentissage, le fait de passer par le chemin de l'éducation, de la formation, ne peut donc pas dire qu'elle est autonome. C'est-à-dire, je suppose un instant où, moi, Prudencia, on me demande, je n'arrive pas à gérer 100 francs et on me donne 5 000 à gérer. Je vois que je ne suis pas en mesure de pouvoir gérer. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a plusieurs programmes qui prennent en compte l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire aider la femme à être autonome. Et donc, si je dois faire un clin d'œil à la PNUD ou à l'ONU,
Oui. qui prend le volet autonomisation de la femme, c'est-à-dire une femme doit être autonome, ça doit nécessairement passer par la formation. D'accord. Donc, pour vous, ce n'est pas seulement le financement. Il ne suffit pas de donner les moyens aux femmes. Non. Il faut leur apprendre à faire un métier. Oui. Il faut leur apprendre à faire quelque chose. Oui. Je peux même aller dans ce sens pour dire, par exemple, une femme qui veut faire l'agriculture, par exemple, pour moi, je pense qu'on doit nécessairement la former, lui apprendre le b.a.-ba, comment produire, comment faire par exemple, comment produire le gari, par exemple. On doit l'apprendre comment ça se passe afin qu'elle puisse on sait bien que ces femmes, les femmes de nos villages, elles possèdent déjà des compétences, l'aptitude des compétences en la matière, mais on peut quand même leur perfectionner ça pour que cela puisse les aider à mieux produire leur gari, par exemple, et pour mieux le faire écouler sur le marché. Et c'est d'ailleurs sur le terrain, c'est ce que la concurrence nous demande aujourd'hui. C'est sûr que mieux on est formé, mieux on est apte sur le marché de l'emploi. Mais revenons un peu à l'épanouissement de la femme. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent une femme épanouie, ce n'est pas forcément une femme autonome. Est-ce que pour vous, une femme a besoin d'être indépendante avant d'être épanouie? Pour moi, une femme doit être autonome avant d'être épanouie. Si tu n'es pas autonome, tu es toujours sous la domination de ton homme. C'est-à-dire, si tu es femme, tu ne peux pas prendre une décision sans ton homme. Une femme qui attend, par exemple, son mari à la maison avant de trouver 25 francs pour acheter une boîte d'allumettes, par exemple, dit que celle-là, elle est épanouie, elle n'est pas épanouie. Et œuvrer à ce qu'une femme soit d'ailleurs autonome, c'est rendre le couple heureux. D'accord. Oui. Rendre le couple heureux, rendre la famille plus heureuse parce que les enfants aussi vont en bénéficier, n'est-ce pas? Et voyez un peu avec nous, aujourd'hui, la femme nous sommes à plus de 50% de la population béninoise. Et parmi ces 50%, il y en a qui sont analphabètes, il y en a qui sont instruits ou du moins diplômés. Et donc, le reste, les femmes qui restent aujourd'hui, qui sont sans emploi, qui sont sans éducation, ne peuvent pas vivre l'heureux. Elles ne peuvent pas dire qu'elles sont épanouies. D'accord. Oui. Maintenant, pour les autonomiser, et vous l'avez dit sur ce plateau, ce n'est pas qu'une question de financement, mais c'est aussi une question de financement. Est-ce qu'on peut être autonome sans avoir un minimum de capital au départ? Pour ma part, on peut être autonome sans avoir un minimum au départ. Oui. D'abord, c'est de commencer. D'abord, il faut apprendre à la femme à pouvoir gérer ce qu'elle a, le peu qu'elle a, comment pouvoir les utiliser. Sinon, vous allez beau avoir l'argent, vous allez beau avoir les financements, mais vous n'allez pas pouvoir savoir comment les gérer pour pouvoir y aboutir. Donc, à partir de là, pour moi, je veux que les femmes soient autonomes, mais il faudrait qu'elles-mêmes, elles s'y donnent. Il faut qu'elles aient nécessairement l'envie d'apprendre la chose. Et donc, une femme qui n'a même pas d'accompagnement, si on la forme, et moi, je suppose par exemple, moi je suis dans le secteur de la décoration, et donc, je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un, mais quand même, je sais que j'ai les capacités pour pouvoir accompagner une femme à apprendre le métier de la décoration. Donc, vous souhaitez que les femmes commencent par s'entraider. Voilà. Celles qui savent déjà faire quelque chose aident peut-être des femmes plus démunies qu'elles à savoir le faire aussi. Si, disons, si 100 femmes sur 1000 déjà peut aider les autres femmes à comprendre ou bien à apprendre ce qu'elles autres essaient déjà faire, ça pourra aider et mais nous femmes, on pourra être autonome. Si tu n'es pas autonome, tu ne peux pas prendre n'importe quelle décision à l'insu de ton homme. C'est que tu es sous celui-là. D'accord. Maintenant, quelle est la part de l'homme? Parce que vous le savez, une femme
parfois c'est aussi un homme à côté. Nous avons beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont avec leur mari. Quelle est la part de l'homme dans cette autonomisation-là? Et, nous avons eu beaucoup de programmes, vous l'avez rappelé ici, les femmes sont allées chercher l'argent, les ont donné à leur mari sans véritablement être autonomes à la fin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les hommes aussi méritent d'être sensibilisés à la cause de l'autonomisation de la femme? Bien évidemment, madame la journaliste, normalement, l'homme doit d'abord, un homme qui épouse par exemple une femme qui n'a pas d'emploi, qui ne fait rien, et qui est à la maison, je vois que cet homme peut quand même, si c'est pour, ne serait-ce pour la mettre dans l'apprentissage, bien de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, pour pouvoir l'accompagner dans la gestion du ménage, pour que, ensemble, ils peuvent quand même vivre heureux. Donc pour vous, c'est aussi pour le bien-être de l'homme, accompagner sa femme. Voilà. Il va falloir qu'on le leur dise davantage. Si vous aviez un conseil aux femmes qui nous suivent pour leur autonomisation, ce serait quoi? Je vais finir pour leur dire que elles n'ont qu'à d'abord, il faut commencer par la base. Nous, femmes leaders, ce que nous savons faire, nous pouvons mettre ça au service des autres pour qu'elles puissent aussi devenir quelque chose. Et un pays, si on dit une femme, par exemple, une femme sans emploi, ou bien une femme non autonome, c'est un pays non développé ou sous-développé parce que la femme fait déjà plus de 50% de la population. Et donc, les illettrés ou bien les femmes qui n'ont pas été à l'école, bien les femmes qui ne sont pas autonomes, ces femmes-là font un poids pour le développement de notre pays en quelque sorte. Et donc, je vais demander à toutes les femmes s'il y a des programmes de formation pour leur autonomisation, elles n'ont qu'à s'intéresser, elles n'ont qu'à être déterminées à apprendre ces choses et savoir que désormais, nous femmes, on peut tout faire sans ne pas attendre nos hommes. Merci à vous. L'autonomisation de la femme, on en parle et on en parlera toujours. Les statistiques sont là et démontrent qu'une femme plus autonome apporte un plus au développement de sa nation. Ce sera tout avec l'aspect du jour. Nous passons à présent à Horizon Culture. Alors, Bénin, Burkina Faso, les liens culturels se renforcent et dans ce cadre, nous avons un groupe d'acteurs burkinabés qui sont au Bénin pour pouvoir renforcer justement ce lien-là qui existe entre le Bénin et le Burkina Faso. Nous recevons une dame ici, présidente de l'association burkinabé des comédiens et comédiennes de cinéma, Laure Guire. Bonsoir, Laure Guiré. Laure Guiré, merci. Laure Guiré, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir aussi d'être sur ce plateau et de pouvoir parler de l'association et des futures relations, des coopérations qui vont exister entre les comédiens burkinabés et béninois. Alors moi, c'est ma première fois où je reçois une burkinabé sur ce plateau. Donc wow. Je veux que vous allez dire un mot aux burkinabés qui nous suivent depuis le Burkina. Vous allez leur dire un mot dans la langue pour les saluer. D'accord, ok. Je vais d'abord dire ne winiga nchelorop tonda aya ton lao tutun wa mana sohane ba ton me hon wakana na tumni béninois et comme bisa tirpa men geston na ning tab nusir nusin pa man tum tutu. Wow, ça c'est un tout là. En fait, j'ai juste dit, ben voilà, bonjour les gens du Burkina. Nous sommes là pour rencontrer les comédiens aussi, les jeunes comédiens du Bénin, pour qu'on se mette la main dans la main pour travailler ensemble. Alors, ça plante véritablement le décor. Vous êtes là, ça fait combien de temps? Nous sommes là depuis le dimanche 21. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, nous allons vers Ouida. Oui. Avant de continuer sur le Burkina. D'accord. Alors, de quoi il s'agit véritablement depuis que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez appris sur le plan culturel ici au Bénin? On a beaucoup appris, merci. On a beaucoup appris sur le plan culturel. Déjà, quand on est arrivé, pour nous, l'objectif, c'était aussi de pouvoir rencontrer les comédiens béninois, qu'il y ait cette rencontre entre les deux pays
et qu'on essaie de voir ensemble quels sont nos problèmes communs, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour donner un mieux-être aux comédiens africains, donc notamment béninois et burkinabés. Et c'est dans ce cadre on est venu, on a essayé de se réunir le mardi passé, on a échangé entre nous, il y avait les fédérations, il y avait aussi notre association qui est l'association burkinabé des comédiens, on a échangé ensemble et on a vu que ce serait bien qu'on crée un partenariat avec, par lequel on pourra travailler quand il y aura des castings ici, qu'on puisse inviter des comédiens burkinabés, quand vice-versa au Burkina aussi, quand il y aura des castings, qu'on puisse inviter des béninois à participer. Et aussi déjà sur ce travail sur lequel on est en train de réfléchir. On apprend l'un de l'autre. On apprend exactement et là même il y aura une symbiose de l'expérience aussi. Exactement, c'est ce qu'on souhaite. On voudrait bien qu'à l'issue de toutes ces formations, qu'il y ait après un produit final qui sera quand même un bébé bénino-burkinabé, un film, et quand on se dit toujours peut-être qu'il pourra remporter le prix du FESPACO, le prix Nyenenga 2021. À chaque fois qu'on parle du Burkina, on pense au FESPACO parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Burkina est un pays de cinéma. On a quand même de grands noms là-bas, justement. Le Bénin a à apprendre de vous, vous avez aussi à apprendre de nous. Mais déjà, dites-nous, hein, quand vous discutez avec les comédiens béninois, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les problèmes sont les mêmes un peu partout? Oui. Quels sont les problèmes récurrents qui reviennent? Les problèmes récurrents, c'est que d'abord, on voit qu'il y a ce problème de formation qui nous manque tous de part et d'autre. Et donc, et cela déjà, je parle de ça et je dis en même temps, par exemple, chez nous, on a vu qu'il y avait ce problème crucial qui est aussi la formation. Et on a commencé, on a mis notre programme triennal de l'association, notre mandat triennal sur la formation. Donc, c'est essentiellement basé sur la formation des comédiens pour leur donner aussi un niveau. Ici, c'est pareil, eux aussi, ils en ont besoin. Et donc, dans ce cadre, on verra comment on va faire. On verra aussi, il y a aussi le problème de diffusion des produits. Comment les faire écouler aussi. Il y a ce problème de piraterie. Le circuit de distribution aussi n'est pas très fiable en Afrique. Oui, exactement. Et il y a beaucoup de piraterie. Et tant qu'il y a beaucoup de piraterie, c'est que c'est les comédiens qui en pâtissent. Même si c'est vrai qu'ici, il n'y a pas encore le système de droits voisins, les droits des interprètes. Chez nous, il y en a, mais voilà, on va essayer aussi. Eux aussi, il faut que les comédiens béninois luttent pour que ça aussi, ça puisse exister ici au Bénin. Parce que c'est ça aussi l'objectif des associations, c'est de pouvoir défendre les membres des associations, leur donner un mieux-être. Donc, le mieux-être, ça fait partie de là. Un comédien, quand même, qui arrive à avoir quelque chose chaque année en fonction de son cachet, c'est déjà pas mal. Et donc, depuis qu'on est là, je profite rapidement de donner le programme. Je sais qu'il y a le temps aussi qui est là. Bien sûr, on vous écoute. Donc, on est arrivé, on a fait déjà des projections le dimanche. Déjà, on a fait passer le film, un film béninois, un film burkinabé. Le film burkinabé, c'était le conflit conjugal de Kadi Traoré, une dame. Donc, c'est passé à Godomé. Voilà, il y a eu... les gens ont beaucoup aimé. Quelles ont été les critiques? Les comédiens ici, ils ont apprécié la trame? Parce que parfois aussi, hein, au niveau de chaque pays, il y a la réalité culturelle de chaque pays qui retransparaît à travers... c'est vrai, mais bon, on a essayé de ne pas amener un truc typiquement burkinabé, parce qu'on s'est dit le cinéma, il doit être universel. Donc, ce qu'on a envoyé, c'est un peu aussi que chacun puisse se retrouver dedans. Et je crois que c'est ce qu'on a suivi aussi ici avec les films béninois, pas mal de films béninois qu'on a eu à suivre, les films d'action. Donnez-nous un nom de film, par exemple, béninois qu'on a suivi. Qui a retenu votre attention? Bon, le titre, attends, mon Dieu, pourquoi je l'oubliais, c'est un film de Ibrahim Padonou. Et ça parle de quoi? Ça parlait un peu d'action et tout ça. Des films d'action. Un film d'action. C'est vrai que ce n'est pas un genre très connu ici. Oui, ce n'est pas très connu, exactement. C'est vrai que c'est ça aussi. On trouve que les jeunes, ils sont en train de créer autre chose, c'est plus intéressant. C'est vrai qu'il faut qu'on reste encore dans nos traditions. Il faut aussi souvent faire rêver les gens. Il faut envoyer un peu de fiction aussi. Et avec les jeunes, c'est ça, on trouve quand même, il y a souvent deux camps. Il y a les personnes âgées qui restent encore dans cette fiction. Il y a les jeunes qui vont toujours dans la fiction et qui essaient de créer des trucs qui nous font rêver. Est-ce que chez vous aussi, vous avez l'impression qu'il y a deux générations, la jeune génération et l'ancienne génération? Oui, il y en a. Mais est-ce que les deux peuvent cohabiter normalement? Si, oui, ils cohabitent. Mais sinon, il y en a, il y a des jeunes qui se lèvent, ils font les trucs numériques, ils ont leur petite caméra, ils font des films. Et comme il y a des salles de ciné chez nous, voilà, ils font la projection. Et c'est vrai que, heureusement, quand même, on a une population qui adore le cinéma. Donc, chaque fois qu'il y a des projections, et bien voilà, les salles sont toujours pleines.
Mais très justement, souvent. c'est Donc, ça, c'est l'accompagnement du public burkinabé pour les œuvres qui ont été produites et réalisées au Oui. Burkina. Je pense qu'on gagne ici au Bénin aussi à À faire. encourager le public. Oui, parce que je peux dire que là aussi, il y a un besoin. Je pense que le public, actuellement, on ne va plus dire qu'ils ont besoin. J'étais là il y a un moment donné, et au Bénin, c'était plus les CD que les gens distribuaient Si, si. et ce que les gens préféraient. Parce qu'on m'a dit, oui, ça ne marchait pas, les gens n'aiment pas trop le cinéma. Mais quand on a fait les projections à l'Esplanade, on a vu qu'il y avait du monde. Et quand on a arrêté, les gens n'étaient pas contents, ils voulaient que ça continue. Donc, ça veut dire qu'il y a ce besoin qui est là. Ils ont envie d'être ensemble aussi pour suivre le cinéma. Quelquefois aussi, il y a une magie, ça crée une certaine magie qui fait aussi qu'on... Un lien parfois. Oui, qui rend le film plus intéressant, qu'on nous amène à le voir autrement. Donc, il y a ce besoin. Il faut peut-être qu'on essaie de revoir ici aussi comment créer ces salles et pour qu'il y ait cette mobilité aussi des films, même à travers les comédiens, ça, ici en salle. Et que les films béninois aussi qui vont en salle au Burkina. D'accord. Moi, j'aimerais quand même que vous nous apportez sur ce plateau comment se fait la distribution des films au Burkina pour que ceux qui n'ont pas, peut-être les comédiens qui n'ont pas pu venir vous écouter, puissent apprendre aussi de vous. Chez nous, les distributions, généralement, quand il y a un film, on lance le casting. La maison de production lance le casting. C'est vrai qu'il y en a qui ont déjà, puisqu'ils écrivent le scénario aussi souvent en tenant compte, en ayant une personne déjà en tête. Oui. Donc, ils ont peut-être l'acteur principal. Des fois, ils n'en ont pas. Ils font le casting pour retrouver les acteurs. Et le casting, il est fait. Tout le monde vient. Ce n'est pas vraiment limitatif. Tu as déjà fait du cinéma, tu ne l'as jamais fait. C'est ouvert à tout le monde. Donc, et tous, ils viennent, ils font. Et en est-ce qu'il vous arrive d'avoir un personnage qui est dans un autre pays auquel vous n'avez jamais accédé? Pourtant, c'est celui-là dont vous avez besoin pour votre film. Moi, je sais que je dis toujours qu'on a un réalisateur, M. Aboubakar Diallo, très souvent dans ses films, il aime prendre les différentes nationalités. Dans son film, on trouvera toujours qu'il y a quelqu'un qui a l'accent sénégalais, quelqu'un qui a l'accent ivoirien, il a toujours besoin de ça. Je me dis ça aussi, c'est l'intégration. Et comme il n'y avait pas cette ouverture, il y avait la complication de trouver des gens qui viendront le faire. Et il faut, à travers ça, nous, on s'est dit, c'est vrai, le réalisateur peut avoir le besoin, mais n'a pas les moyens. Et c'est là aussi où nous, on doit travailler, amener aussi nos deux États à pouvoir créer un fonds de mobilité qui va permettre cette fluidité entre les deux pays. Voilà ce que nous nous souhaitons. Sinon, déjà, avec la Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il y a souvent des Burkinabés qui vont jouer là-bas et beaucoup d'Ivoiriens qui jouent aussi dans les films burkinabés. Mais par contre, je ne dirais pas, moi, je n'ai pas encore vu un Béninois dans un film burkinabé, vraiment. C'est peut-être votre prochain film, on aura peut-être un on espère, c'est ce qu'on s'est dit. C'est vrai qu'il y a eu Taxi Brousse à l'époque où c'était vraiment une coproduction. On espère pouvoir le ressusciter et c'est ce qu'on s'est dit. On va essayer de voir une sorte de série comme Taxi Brousse encore entre le Burkina et le Bénin et une partie sera jouée et au Bénin et l'autre partie au Burkina. Voilà, on espère que ça va aider et que nos autorités vont nous aider. Les autorités des deux pays seront avec nous pour qu'on puisse réaliser ce projet et pouvoir permettre aux artistes de mieux s'intégrer. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que ces autorités-là nous écoutent. Qu'est-ce que les pays ont véritablement à gagner de par cette collaboration-là culturelle entre le Bénin et le Burkina Faso? Ils ont beaucoup à gagner déjà. Quand des Béninois viennent chez nous, moi je dis toujours, les gens ne perçoivent pas toujours ce que la culture apporte. Moi déjà, le fait même que moi je sois là, c'est déjà un gain pour le Bénin parce que non seulement je consomme, je suis dans un hôtel. Donc, tout ça, c'est des trucs, des retombées qu'on ne voit pas du côté des artistes. Qui ne sont pas immédiats, mais qui sont pas immédiats. Les gens ne voient pas ça, ils ne trouvent pas. Donc, si bien que quand on fait même les budgets, on se dit, bon, les artistes, il faut les laisser, c'est des gros dépensiers, ils ne font rien rentrer. Non. Et quand un comédien va à l'extérieur, il revient encore avec l'argent. Un comédien qui va aller travailler au Burkina, qui va récupérer son cachet et qui vient ici, ça rentre, il le dépense au Bénin. Donc, je pense que quelque part, rien que ça déjà, ça prouve que nous aussi, on participe à l'économie du pays. Donc, à travers ça, déjà, ça fait l'économie et même en plus que ça peut ressouder encore les liens aussi. On ne dit pas que ce n'est pas soudé, mais ça peut encore donner plus de collaboration, de coopération entre les deux pays.
D'accord. Voilà. Et je prends toujours l'exemple des TAC entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, les traités d'amitié et de coopération qui ont été signés, qu'on signe chaque année. Ben voilà, ça peut être aussi un traité qui sera signé entre le Burkina et le Bénin. D'accord. Donc, c'est pas exclu. Je ne sais C'est pas un si vous souhait. avez... D'accord, pour finir sur ce plateau, parce que la chef d'édition me fait de grands signes, je ne sais pas si vous avez les mêmes difficultés, mais ici, beaucoup de parents ne sont pas contents quand leur enfant leur dit qu'ils veulent devenir comédien. Est-ce que ça arrive aussi au Burkina? Au Burkina, c'est pareil. C'est pareil. Au début, moi, je dirais, je donne toujours moi-même mon cas. Au début, quand je voulais faire du théâtre, parce que j'ai commencé par là, les gens trouvaient que, ben voilà, comment une peut étudier, avoir sa maîtrise en économie agricole et vouloir faire du théâtre, c'est de la plaisanterie, c'est pour s'amuser. Et ça, c'est les parents et les autres même qui poussent les parents pour dire, ben, ce sont des débauchés, c'est des gens, Si. quand tu vois une femme là-bas, ça dit qu'elle a la cuisse légère, elle est ci, elle est cela. Et moi, je dis toujours, c'est vrai, ce qu'il y a, on est tous humains. Ce qui se passe chez le peuple, c'est ce qu'on va retrouver aussi chez l'homme aussi, comme on dira. Oui. Donc, généralement, on voit des gens, on dit il y a des infidèles, on a attrapé telle personne, il sort avec telle femme, mais ce n'est pas forcément des artistes. Hein. C'est sûr. Ben, les femmes qu'on attrape souvent, leur mari dit oui, j'ai eu ma femme, elle m'a trompé, merci. La femme n'est pas elle n'est pas artiste. Le mari non plus n'est pas artiste. Donc, c'est ça, mais on nous donne des préjugés. Il va peut-être falloir aussi que votre association puisse nous, on travaille pour changer le regard des populations sur le métier de comédien. On est en train de lutter et c'est ça, on a dit, il faut quand même qu'on arrive aussi à créer ce qu'on appelle la starmania pour nos artistes africains. C'est ça qui fait aussi qu'on ne vit pas trop de notre métier. Parce qu'on est trop renfermé, tu vois. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez, mais il faut qu'on en arrive là. Que quand quelqu'un emploie un comédien, que le comédien puisse savoir de quoi se nourrir. Et aussi, quand on l'invite quelque part, qu'on sache que c'est un comédien, qu'on met tout en œuvre pour qu'on le respecte en tant que tel, comme on le voit souvent en Europe, aux États-Unis et autres. Il faut que ça en arrive aussi là, en Afrique. Merci, Madame Lorguir. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association burkinabé des comédiens et comédiennes de cinéma. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. J'espère que si vous devez revenir, on vous recevra encore également avec le même plaisir. On vous dit bon retour chez vous et bonne suite de votre séjour ici au Bénin. Merci. L'heure du journal est sacrée, vous le savez, mesdames et messieurs. Ulvaïus Balogun est déjà là. Nous allons donc à la rédaction pour le journal. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris, depuis quelques mois, une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA.
Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de cette édition. Malgré la mesure d'interdiction de surcharge et de chargement hors gabarit sur les axes routiers, certains conducteurs indélicats continuent de braver l'autorité. Constat sur certaines artères de Cotonou. Dis-moi Doc, c'est le nom d'une application qui permet de rester constamment et gratuitement en contact avec un professionnel de santé. Elle vous accompagne en vous proposant des solutions innovantes. Enfin, on la retrouve presque partout dans les pays tropicaux. La papaye est l'un des fruits les plus savoureux et les plus sains qui existent au monde. Le Bénin abrite depuis hier la 7e édition du Salon de l'innovation et de l'invention technologique. Placée sous le thème « Invention, moteur du développement industriel », cette rencontre vise à réunir les inventeurs, les entreprises et institutions de financement dans un cadre approprié et valorisant. Il entend également évaluer le niveau de créativité en Afrique, puis offrir un lieu d'échange de technologies entre inventeurs, chercheurs et opérateurs économiques à la recherche de créneaux porteurs. L'intérêt de ce salon est de faire connaître les innovations et procédés de fabrication, de favoriser des transferts de technologies, puis de nouer des contacts avec des fabricants ainsi que des responsables d'organismes industriels et commerciaux privés, nationaux et internationaux. Une des causes à l'origine des accidents sur nos routes, c'est bien les surcharges et les chargements hors gabarit. Malgré les peines pécuniaires prévues par la loi, des scènes de surcharge et de chargement hors normes sont fréquentes dans la circulation. Sécurité des usagers, état des véhicules et des routes, constat fait par Clotaire Awekou. C'est aujourd'hui une banalité de voir sur nos axes routiers et en pleine circulation urbaine des cas de surcharge et ou de chargement hors gabarit. Et tous les types de véhicules s'adonnent à cette posture au grand mépris des règles de la circulation ou du code de la route. Lorsque vous ne respectez pas la charge à l'essieu et que vous ne disposez pas bien les bagages dans le véhicule et que ça dépasse en hauteur la norme, on parle de chargement hors gabarit. Lorsqu'il dépasse une hauteur de 0,5, bien que ce soit des véhicules légers, ils sont en hors gabarit. Il peut ne pas être en surcharge, mais il sera en hors gabarit. Par contre, le véhicule qui a chargé des marchandises et qui a déjà dépassé le poids total normal peut être à la fois en surcharge et en hors gabarit. La surcharge a des effets sur l'économie, sur l'homme, sur le véhicule même. Nous devons tout faire pour éviter les surcharges et les chargements hors gabarit. Surcharge, chargement hors gabarit, les contre-coups sont ressentis au premier chef sur les allées de la route, sur l'état des véhicules et des routes. Quant aux peines prévues par la loi sur ces infractions récurrentes et quotidiennes, elles sont surtout pécuniaires. Lorsqu'on vous surprend en chargement hors gabarit ou en surcharge, il y a des amendes qui sont prévues. C'est 10 000 francs quand on vous verbalise comme ça. Et si vous ne savez pas faire, si vous devez faire une longue distance, à chaque poste de contrôle, vous serez verbalisé. Bientôt, les contrôles routiers vont commencer et les conducteurs qui vont se permettre de faire ce type de chargement, ils vont tomber dedans. Donc, si nous sommes là pour lutter contre les accidents de la circulation, la surcharge aussi participe aux accidents de la circulation. Le chargement hors gabarit participe à la survenance des accidents. Travail de sensibilisation, d'éducation au code de la route ou d'éducation civique des conducteurs des véhicules et des agents des routes pour voir progressivement disparaître ces cas de surcharge et ou de chargement hors gabarit sur nos axes routiers et en circulation urbaine ou périurbaine.
Premier prix du concours Africa Mobile App, Dis-moi-Doc est le nom donné à une application mobile permettant de fournir des informations médicales au public. Les prix de certains médicaments à la pharmacie, les médecins disponibles et le prix de consultation dans plusieurs formations sanitaires sont entre autres avantages disponibles sur l'application une fois qu'elle est téléchargée. Le promoteur de la dite application, Axel Zanou, nous parle de sa start-up. Il est au micro de Mathieu Sokenou, Sylvania Tchanou. Vous pouvez avoir le prix des médicaments qui sont vendus à la pharmacie aujourd'hui grâce à l'application Dis-moi-Doc. Nous sommes allés plus loin dans cette fonctionnalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez voir le prix des médicaments que vous voulez voir dans l'application sans même avoir un accès à Internet. En dehors de ça, il y a le carnet de vaccination que nous avons également mis en place pour la femme enceinte et pour l'enfant. Le calendrier de vaccination, les pharmacies de garde, aussi bien au Bénin que dans les pays de la sous-région. Qu'est-ce que nous y gagnons? Déjà la satisfaction morale de pouvoir aider la population à, disons, à avoir accès à un soin de santé de qualité. Ça, c'est une satisfaction qui n'est pas monnayable. Sur le plan pécuniaire, il faut dire que les orientations qui se font dans notre réseau. Nous avons développé un certain nombre de services secondaires. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vous faire un soin à domicile. Nous sommes en train de mettre en place une clinique mobile. Tout dernièrement, nous avons commencé à mettre en place un robot de diagnostic à distance. Il faut dire que pour le moment, nous fonctionnons sur nos propres moyens. Sur le plan du robot, nous sommes à l'étape prototype. Et quand on aura finalisé le prototype, on va soit faire une levée de fonds, ce qui se fait actuellement, ou bien on ira directement vers une banque ou bien vers une institution financière pour pouvoir financer les premiers prototypes qu'on aura sortis. C'est un fruit comestible formé d'une grosse baie allongée et arrondie à la pulpe de couleur orange, pouvant peser 1 kg ou plus. Vous l'avez certainement deviné, c'est la papaye. Au Bénin, il est cultivé une papaye biologique spéciale, caractérisée par son poids d'environ 12 kg. Mais de quoi est faite cette papaye biologique? Découverte avec Louis Koudogbo, Enoch Mpati et Patrick Adjabodju. Cette papaye que vous voyez, que vous contemplez sur ces images, proviennent d'un champ où on fait de la production biologique essentiellement. Il y a 0 engrais chimique qui est utilisé, et 0 pesticide qui est utilisé dans la production. 12 kg, c'est le poids de ce fruit, prêt à être dégusté. Une papaye dont la peau est comestible et la couleur s'étend du jaune orangé au verdâtre, juteuse et fine, avec une saveur musquée, plus ou moins sucrée. Cette papaye est cultivée à Gankpé, un village de la commune de Ouida. C'est une semence qui provient du Bénin. Moi, je l'ai eu en achetant le fruit comme ça. J'allais donner cours à l'université agricole de Kétou. Quand j'ai vu le fruit au bord de la voie, j'ai acheté le fruit, j'ai extrait, donc je n'ai rien fait d'autre. Donc c'est exactement comme ça. C'est dans son jardin, 100% bio, que ce producteur agricole a cultivé cette papaye, dont la semence n'est ni OGM ni hybride. Une variété de 12 kg disponible à foison. On a souvent eu 10 kg, mais cette fois-là, c'est la première fois qu'on a eu 12 kg pour un seul fruit. Et je précise également que sur un arbre, vous pouvez avoir jusqu'à une vingtaine, voire une 30 fruits sur le même arbre. La papaye se cultive en plein soleil, à 10 degrés Celsius minimum, à l'abri des vents et dans une atmosphère humide. Un sol fertile et bien drainé lui sera avantageux. Au Bénin, le sol serait idéal pour cultiver la papaye. Moi, j'en ai découvert la première fois donc, dans la zone donc, de Kétou. J'en ai vu également au marché de Komé. J'allais également travailler là-bas. J'en ai vu, j'ai acheté les semences, j'ai vu que ça a donné la même chose. Et si ça y donc du sol, partout au Bénin, on peut le faire. Même dans un sol qui n'est pas très riche, il suffit d'apporter donc de la matière organique, vous allez obtenir à peu près les mêmes résultats. La papaye, un fruit qui vaut la peine d'être dans les assiettes. La sensation de satiété qu'elle procure et ses substances nutritives font d'elle un fruit qui donne tonus et vitalité.
Merci à vous, Patrick Adjagbodjou. L'Ouganda a exporté 293 199 sacs de café pour des recettes de près de 15 milliards de francs CFA, selon l'autorité ougandaise de développement du café dans son rapport mensuel du mois de septembre. Le volume expédié est en baisse de 14% par rapport aux résultats de l'année dernière à la même période, ce qui s'explique par les faibles récoltes enregistrées dans les régions de Masaka et du sud-ouest. Le pays, 11e producteur mondial de café, compte pour 35% du volume de l'Afrique de l'Est et possède environ 282 000 hectares de plantations de café. C'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous, Ulvaïus Balogo. Nous passons à présent à la revue de l'actualité web. Le procès des présumés coupables dans l'affaire de tricherie sur l'âge des écureuils cadets s'est tenu ce jeudi. Les accusés ont comparu mardi dernier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Une plaidoirie qui a duré 3 heures sous la présidence du juge Rodolphe Azor et le représentant du procureur Raoul Tchiakwe. Les 11 joueurs incriminés ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, celui d'avoir fourni sciemment de faux actes de naissance. Quant aux autres accusés, dont l'ex-président de la Fédération béninoise de football, Anjoré Moucharafou, tous ont nié les faits. Ces derniers sont poursuivis pour avoir sciemment établi des faits matériels inexacts, notamment de faux actes de naissance. Pour ce jeudi, Aura Group présente à Lomé son offre publique de vente de 13 883 006 actions. Selon Binta Touré Ndoye, directrice générale du groupe, cette offre publique de vente devrait comporter 2 volets. Un volet pour l'émission de 6 97 561 nouvelles actions par augmentation de capital. Un autre volet est dédié à la vente de 7 785 445 actions déjà existantes. Le prix fixé à l'avance pour chaque action est de 4 100 francs CFA. Binta Touré Ndoye espère que cette opération va permettre de consolider la croissance du groupe et d'accompagner son développement. Au total, les 13 883 006 titres devront générer 56,92 milliards de francs CFA, soit 86 millions d'euros, correspondant à 20% de capital. Les 80% d'actions restantes vont demeurer aux mains des actionnaires actuels. À terme, cette opération va permettre à Aura Group de faire la plus importante entrée à la bourse d'Abidjan. Avec la nouvelle tribune qui nous apprend que le couple Jay-Z et Beyoncé a touché au gros lot. Grâce à la tournée mondiale On the Run, le couple de stars a obtenu pas moins de plus de 222 millions d'euros, soit plus de 254 millions de dollars, selon une étude Polestar relayée par Variety. La tournée a démarré au pays de Galles, a traversé l'Europe pour échouer en Amérique du Nord. Quelques jours après avoir enclenché la tournée, les 2 stars de la musique ont sorti un album commun intitulé Everything is Love. Avec les 2 dates calées au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta aux USA, le couple a réussi à obtenir 12,3 millions d'euros, soit 14,1 millions de dollars. Une bonne nouvelle pour les 2 tourtereaux qui ne vont certainement pas s'arrêter en ce bon chemin. Dernière information sur la toile, la raison de l'évacuation de la duchesse du Sussex, Meghan Markle, est enfin connue.
D'après le palais de Kensington, le climat chaud et humide couplé à une foule compacte et plus importante que prévu laissait à présager le pire. Ainsi, afin d'assurer la sécurité du couple princier et de leur futur bébé, les forces de l'ordre ont décidé de très vite réagir aux grandes dames de la foule. Une évacuation qui a été critiquée par certains commerçants néo-zélandais. Ces derniers attendaient avec impatience cette visite qui n'a enfin duré que 6 minutes. Ils accusent les services de l'ordre d'avoir mal organisé cette visite. Une visite qui leur aurait permis d'adresser un petit mot à l'ancienne actrice de la série télévisée Suite. C'est un condensé l'actualité sur le net ce jeudi 25 octobre 2018. À demain pour d'autres informations. Voilà, Yasmine Damata, c'était un plaisir de vous entendre sur cette revue. Nous espérons vous avoir encore demain pour la revue de l'actualité web. Passons à présent au rappel de la météo. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous que je vous remercie d'avoir suivi. Nous allons vous laisser avec cette citation que vous connaissez certainement. L'habit ne fait pas le moine, mais il permet de distinguer le moine du profane. L'habit ne fait pas le moine, mais il permet de distinguer le moine du profane. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.